Allô? J'ai plus de voix parce que j'ai chanté des tunes toute la journée dans mon char. Fait que tout passe dans ce micro-ci. Fait que je pense pour ça, vu que ma voix porte plus, je vais le mettre devant toi. Le micro il est genre ici, mais il record quand même vraiment bien. Le micro il est ici, c'est ça? Ouais. Peut-être là. Nice. Moi, il est de ce bord-là, le micro. Ça tient bien, ça? Ouais, ça c'est vraiment bien. Attends, je vais juste mettre celui-ci. Voilà. Voilà. Et là on a celui-ci qui est là, juste là. Voilà. Donc là, il y a 0 personne qui écoute. On est en live, tout est branché, tout charge. Ça, c'est en train de charger. Mon phone est en train de charger. Ça, il y a des batteries dedans. On en a une nouvelle qui sont direct là. Cool. Le setup est online. Puis ça record. T'as mis quoi comme annoncement? Comme annoncement. Sur Facebook? Non, j'ai pas encore mis l'annoncement, je vais le mettre. Ah, je pensais que c'était ça que t'avais fait. Non, je peux pas le faire sur le phone. Juste fucking I wish. J'ai fini le prototype aujourd'hui. Moi, je sais, j'ai répondu à ton post. Fait que tu le veux toi aussi? Ben oui. C'est quoi ton email? rosagendron@commercialprotonmail.com. Non, je sais pas, attends. Wordpress. Ça fait du bien de revenir à la maison quand même. Ah ouais, hein? Ouais. Ça fait du bien de rester à la maison. Là, ça fait du bien, tu sais, il y avait personne qui se plaignait, c'était incroyable. C'est comme, c'était relaxant. Relaxant pour l'âme, relaxant pour le corps. Je sais pas, si je m'ennuyais pas de toi. Ça, c'est le nouveau. Sa couverture était brisée? Non, elle était pas brisée. Mais quand tu lis, la couverture se brise en s'ouvrant, genre. Genre, il était sur le bord de commencer à perdre des gros morceaux. Fait que ça le tient ensemble, genre. Ok. C'est la même version? Ouais, c'est le même livre. Forward. Alright, c'est quoi ton email? rosagendron à commercial. Non, à commercial. Protonmail. Ça, c'est un nouveau site? C'est pas mal. Voilà. Je vais te l'envoyer. Juste pour tester ça. On va checker ça. Ah, j'ai plus le link. Je vais chercher le link. Ah, fucking Facebook de mort. Chaque fois, il réencode les liens avec son propre truc custom. Pour ajouter des steps. Je sais. Bon. J'ai posté ça. On est en live, moi et Rosanne. Et Rosanne, venez nous rejoindre. 2 points, puis le link.
Check comment ça marche bien. Check comment ça marche bien, hein. Ça clenche le shit, bro. J'ai même pas besoin d'y penser. Je pourrais juste le laisser là sur le côté, puis ça aurait plus Wi-Fi, puis ça planterait. Ouais. C'est vrai. Genre à quel point c'est fragile pareil, là. Je pense que c'est tellement fragile qu'il vient de briser. Ah non, il l'a eu. Je pense. Il y a écrit des fails ici, si ça fait. Il y a écrit qu'est-ce qu'il fait. Ah, mais ça l'a pas pause. Ça l'a pas fait, mais ça l'a pas pause. Ah, là, il pose. Mais c'est surtout ça, c'est comme ça. Essaie de le poster, mais comme si ça peut pas, c'est plus optionnel. Genre, si ça arrive à écrire le message, puis tout, après toi, tu check, tu le fermes, genre, puis tu peux poster, genre. C'est pas si pire parce que tu peux revenir après, puis faire comme genre 5 minutes plus tard, t'es comme ok, est-ce que c'est annoncé le fait que mon live il est parti, genre, puis tu fais juste post, close, post, close, post. Puis tu peux les vérifier en parlant, tu sais. Fait que t'es sûr que tu fais ta job comme du bon. Ouais. Sur Facebook, ils postent pas. Mais mettons, j'en parlais à ma mère du fait que ça postait pas, puis ma mère, comme genre, ben c'est une feature, là. Je suis comme tabarnak. C'est une feature. Là, il faut que je figure out LinkedIn. Ah ouais, c'est vrai. Le Facebook professionnel. Si elle veut le LinkedIn, elle veut poster sur LinkedIn puis Facebook. Je vais faire une version LinkedIn Facebook only. Why not? Ça va pas différer tant que ça de l'autre. Ah, mon live, il marche, Twitter. Il marchait pas tantôt quand il a été compilé. Nice. Mais en fait, il marche pas dans la version compilée, mais il marche. Voilà. Puis il peut exécuter les fails, puis tout, puis continuer sa vie, là. C'est vrai cool que t'aies fait ça. C'est fucking nice. C'est bien organisé. Prototype. Là, tu vas dans voir, puis là, je peux juste envoyer ça. Ah ouais. Tout le monde là-dedans. Si tu l'ouvres. Mettons, tu le reçois, ça va être de même. Puis là, t'as ce fichier-là, prototype. Tu peux le déplacer sur ton bureau, whatever. Puis là, t'as la distribution, puis un README. Tu lis le README. In this, there is a working version of the prototype. Right now, it's configured for my account. Oh, non, c'est pas ça que je voulais écrire. Bon, c'est pas grave. Simulate folder and delete what's in the database folder when you will be able to use the app. Requirement to use it are to have Firefox installed. A second requirement will probably be to recreate the simultan.exe shortcut and replace the non-functional shortcut situated outside the simultan folder. Current working condition, Gab fully operational, Facebook operation, but can't post, you have to come back and press post. Twitter can log in but cannot write nor post. La distribution, t'as simultan puis ton shortcut. Le shortcut, va falloir que tu le refasses. Puis là, je vais switcher directement dans le fichier qui est juste là, simultan, voilà. Puis là, j'ai tout ce merde-là là-dedans. Je sais même pas c'est quoi la moitié de ça. Ok. Puis un gros improvement, c'était de rajouter Gecko Driver ici. Nice. Ça sert à quoi? Ça sert à que mon user n'ait pas besoin d'installer Gecko Driver. Ah ouais, c'est pratique ça. C'est vraiment pratique. Puis là, il y a database. Ça, c'est le seul fichier que j'ai créé aussi. Puis là, dans la database, il y a credentials salt. Nice. Fait que là, quand t'es le first user, ça, tu dois déliter ça. Là, tu peux simplement ouvrir ça, ici. Puis là, ça plante. J'ai 100% le use case de mon user. Yes. Ok. Since you have no password yet, what's your password? En fait, actuellement, genre, faut faire exactement comme ce qu'il expliquait dans le README, c'est le shortcut qui est broken. Fait que tu délites le shortcut, tu t'en fais un nouveau. Je sais pas pourquoi le shortcut il brise quand tu le déplaces. Ah ouais, ok. Fait que c'est peut-être une façon de faire ça qui est un peu shitty, genre. C'est quelque chose qui se fixe, là. Mais c'est quelque chose qui se fixe, puis so far, c'est le one step que j'ai réussi à faire à mon user. Là. It seems you have no password yet. Fait que la première fois que ça l'utilise, ça fait ça. What's your password? Là, le mien, c'est toujours ça. Fait que ensuite, quel service utiliser? Mettons, j'utilise juste Gab. Tu te demandes tes credentials, mais juste la première fois que tu l'utilises. Ouais.
C'est normal. Puis là, toutes les fois subséquentes, il va juste te demander quel service utiliser, puis quel message postes-tu aujourd'hui, puis that's it. Là, je vais poster ça, mettons. Puis là, il faut que tu aies Firefox installé. Puis là, Firefox s'ouvre. Puis si t'as pas Firefox installé, Firefox ne s'ouvre pas. Obviously. Ça, c'était le problème que j'ai réussi à patcher aujourd'hui. J'étais comme genre... J'ai patché genre 3-4 problèmes différents, puis là, je suis arrivé à ce problème-là, puis j'ai fait comme... Wow. Pourquoi ça s'ouvre pas? Genre, puis là, j'étais comme, ok, j'ai pas Firefox. Genre, ça appelait des binaries. Genre, le message d'erreur, ça me disait comme, those binary don't exist on your PC or something, genre. J'étais comme, ok, mais c'est quoi en binary? Puis c'est quoi ce mot-là? Puis c'est quoi ce mot-là? Puis je suis comme, ok, je vais installer Firefox, parce que ça ouvre Firefox. Peut-être que j'ai actually besoin de Firefox, puis Gecko Driver, tout ça, il est pas assez. Gecko Driver, c'est ça, c'est Firefox, mais c'est juste un morceau de Firefox. Ah ouais, ok. Ouais. Nice. Toi, ça va la vie? Je me fais wreck par mon estomac, là. Il y a aussi des donuts dans la boîte de Tim Hortons. Ah, c'est trop ça! Tu m'as pas laissé! Je les ai achetés un matin full tôt pour les manger toute la journée. C'est trop ça. Ouais, T'aurais dû en prendre plus. T'aurais dû prendre 2 Mais boîtes. je pensais que tu voulais pas de sucre. Fait que j'ai pas pris de sucre pour toi, pour du miel. Santé. Hey yo, je peux ça aux toilettes, je vais te donner. LOL. Je sais, c'est un mime là, mais bon. Les bananes aux toilettes, moi je vais le lire. Je me fais vraiment wreck, mais je suis donc de faire le podcast après. Je promis. Je vais pas changer d'idée. Je me fais wreck. Ouais, il va juste être tard, puis on va cuisiner à son point. Non, dans genre 10 minutes, je vais revenir. Même pas. 10 minutes. Ouais, tu peux l'écouter sur YouTube si tu veux. Bitch? On va lire un peu du Dalai Lama. On est rendu au chapitre 10, page 149, du livre du Dalai Lama, qui est super illégal de lire. Ancient Wisdom, Modern World, Ethics for the New Millennium, by His Holiness the Dalai Lama. And we're now at page 149. And it's illegal to read that shit because it's copyright 1999. Copyright Tenzin Gyatso. So that's whom I'm stealing money from right now. The 14th Dalai Lama of Tibet, 1999. The moral right of the author has been asserted. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced. So it's like I'm reproducing it digitally right now. So it is illegal as fuck. Don't sue me, please. And all the proceeds of this video are going directly to... There's no proceeds, so... All the proceeds of this video are going to the betterment of humanity. I found the next great excuse. Chapter 10. The Need for Discernment. In our survey of ethics and spiritual development, we have spoken a great deal about the need for discipline. This may seem somewhat old-fashioned, even implausible in an age and culture where so much emphasis is placed on the goal of self-fulfillment. But the reason for people's negative view of discipline is, I suggest, mainly due to what is generally understood by the term. People tend to associate it with something imposed against their will. It is worth repeating, therefore, that what we are talking about when we speak of ethical discipline is something that we adopt voluntarily on the basis of full recognition of its benefits. This is not an alien concept. We do not hesitate to accept discipline when it comes to our physical health. On doctors' advice, we avoid foods that are harmful even when we crave them.
Instead, we eat those that benefit us. And while it is true that at the initial stage, self-discipline, even when voluntarily adopted, may involve hardship and even a degree of struggle, through habituation and diligent application, this lessens over time. It is a bit like diverting the course of a stream. First, we have to dig the channel and build up its banks. Then, when the water is released into it, we may have to make adjustments here and there, but when the course is fully established, water flows in the direction we desire. Ethical discipline is indispensable because it is the means by which we mediate between the competing claims of my right to happiness and all others' equal right. Naturally, there will always be those who suppose their own happiness to be of such importance that others' pain is of no consequence. But this is short sighted. No one truly benefits from causing harm to others. Whatever immediate advantage is gained at the expense of someone else is necessarily only temporary. In the long run, causing others hurt and disturbing their peace and happiness causes us anxiety because our actions have an impact both on ourselves and others. When we lack discipline, eventually anxiety arises in our mind and deep in our heart we come to feel a sense of disquiet. Wow. Faut que je prenne mon temps là? Because our actions have an impact both on ourselves and others. When we lack discipline, eventually anxiety arises in our mind and deep in our heart we come to feel a sense of disquiet. Conversely, whatever hardship it entails, disciplining our response to negative thoughts and emotions will be found to cause us fewer problems in the long run than indulging in acts of selfishness. Nevertheless, it is worth saying again that ethical discipline entails more than just restraint. It also entails the cultivation of virtue, love, and compassion. Patience, tolerance, and forgiveness are essential qualities. When they are present in our lives, everything we do becomes an instrument to benefit the whole human family, even in terms of our daily occupation, whether this is looking after children in the home, working in a factory, or serving the community as a doctor, lawyer, business person, or teacher. Our actions contribute towards the well-being of all. And because ethical discipline is what facilitates these, the very qualities which give meaning and value to our existence, it is clearly something to be embraced with enthusiasm and conscious effort. Before looking at how we apply this inner discipline in our interactions with others, it may be worth reviewing the grounds for defining ethical conduct in terms of non-harming. As we have seen, given the complex nature of reality, it is very difficult to say that a particular act or type of act is right or wrong in itself. Ethical conduct is thus not something we engage in because it is somehow right in itself. We do so because we recognize that, just as I desire to be happy and to avoid suffering, so do all others. For this reason, a meaningful ethical system, divorced from the question of an individual's experience of suffering and happiness, is hard to envisage. Finis-tu le chapitre? Ouais, je vais finir le chapitre. Of course, if we want to ask all sorts of difficult questions based on metaphysics, ethical discourse can become exceedingly complicated. Yet, while it is true that ethical practice cannot be reduced to a mere exercise in logic, whichever way we look at it, in the end, we are brought back to the fundamental questions of happiness and suffering. Why is happiness good and suffering bad for us? Perhaps there is no conclusive answer, but we can observe that it is in our nature to prefer the one to the other, just as it is to prefer the better over that which is merely good. We simply aspire to happiness and not to suffering. If we were to go further and ask why this is so, surely the answer would have to be something like, that's the way it is, or, for taste, God made us this way. So far as the ethical character of a given action is concerned, we have seen how this is dependent on a great many factors, time and circumstance.
have an important bearing on the matter. But so too does an individual's freedom or lack of it. A negative act can be considered more serious when the per, perpetrate, perpetrator commits the deed with full freedom as opposed to someone who is acting against his or her will. Similarly, given the lack of remorse this reflects, negative acts repeatedly indulged can be considered graver than an isolated act, but we must also consider the intention behind the action as well as its content. The overriding question, however, concerns the individual's spiritual state, their overall state of heart and mind, kunlong, in the moment of action, because, generally speaking, this is the area over which we have the most control. It is the most significant element in determining the ethical character of our acts. As we have seen, when our intentions are polluted by selfishness, by hatred, or by desire to deceive, however much our acts may have the appearance of being constructive, inevitably their impact will be negative, both for self and others. How, though, are we to apply this principle of non-harming when confronting with an ethical dilemma? This is where our critical and imaginative powers come in. I have described these as two of our most precious resources and suggested that possessing them is one of the things that distinguish us from animals. We have seen how afflictive emotions destroy them, and we have seen how important they are in learning to deal with suffering. As far as ethical practice is concerned, these qualities are what enables us to discriminate between temporary and long-term benefit, to determine the degree of ethical fitness of the different courses of action open to us, and to assess the likely outcome of our actions, and thereby to set aside lesser goals in order to achieve greater ones. In the case of a dilemma, we need in the first instance to consider the particularity of the situation in the light of what, in the Buddhist tradition, is called the union of skillful means and insight. Skillful means can be understood in terms of the effort we make to ensure that our deeds are motivated by compassion. Insight refers to our critical faculties and how, in response to the different factors involved, we adjust the ideal of non-harming to the context of the situation. We could call it the faculty of wise discernment. Employing this faculty, which is especially important when there is no appeal to religious belief, involves constantly checking our outlook and asking ourselves whether we are being broad-minded or narrow-minded. Have we taken into account the overall situation, or are we considering only specifics? Is our view short-term or long-term? Are we being short-sighted or clear-eyed? Is our motive genuinely compassionate when considered in relation to the totality of all beings? Or is our compassion limited just to our families, our friends, and those we identify with closely? Just as in the practice of discovering the true nature of our thoughts and emotions, we need to think, think, think. Of course, it will not always be possible to devote time to careful discernment. Sometimes we have to act at once. This is why our spiritual development is of such critical importance in ensuring that our actions are ethically sound. The more spontaneous our actions, the more they will tend to reflect our habits and dispositions in that moment. If these are unwholesome, our acts are bound to be destructive. At the same time, I believe it is very useful to have a set of basic ethical precepts to guide us in our daily lives. These can help us to form good habits, although I should add my opinion that in adopting such precepts, it is perhaps best to think of them less in terms of moral legislation than as reminder always to keep others' interests at heart and in the forefront of our minds. So far as the content of such precepts is concerned, it is doubtful whether we could do better than turn to the basic ethical directives articulated not only by each of the world's great religions, but also by the greater part of the humanist philosophical tradition. The consensus among them, despite differences of opinion concerning metaphysical grounding, is to my mind compelling. All agree on the negativity of killing, stealing, telling lies, and sexual misconduct.
In addition, from the point of view of motivational factor, all agree on the need to avoid hatred, pride, covetousness, envy, greed, lust, harmful ideologies such as racism, and so on. Some people may wonder whether the injunctions against sexual misconduct are really necessary in these times of simple and effective contraception. However, as human beings, we are naturally attracted to external objects, whether it be through the eyes when we are attracted by form, through the ears when the attraction arises in relation to sound, or through any of the other senses. Each of them has the potential to be a source of difficulty for us. Yet, sexual attraction involves all five senses. As a result, when extreme desire accompanies sexual attraction, it has the ability to cause us enormous problems. It is, I believe, this fact that is recognized in the ethical directive against sexual misconduct articulated by every major religion. And, at least in the Buddhist tradition, they remind us of the tendency for sexual desire to become obsessive. It can quickly reach the point where a person has almost no room left for constructive activity. In this connection, consider, for example, a case of infidelity. Given that wholesome ethical conduct entails considering the impact of our actions not only on ourselves but on others, too, there are the feeling of third parties to consider. In addition to our actions being violent toward our partner, given the trust that the relationship implies, there is the question of the lasting impact this kind of upset in the family can have on our children. It is now more or less universally accepted that they are the principal victims both of family breakup and of unhealthy relationships in the home. From our own perspective as the person who has committed the act, we must also acknowledge that it is likely to have the negative effect of gradually corroding our self-respect. Finally, there is the fact that in being unfaithful, other gravely negative acts may result as a direct consequence, lying and deception being perhaps the least of them. And an unwanted pregnancy could easily cause a desperate prospective parent to seek an abortion. When we think in this way, it becomes obvious that the momentary pleasures afforded by an adulterous liaison are far outweighed by the risk of the likely negative impact of our actions on both ourselves and others. So rather than seeing stricture against sexual misconduct as limiting freedom, we do better to see them as common sense reminders that such actions directly affect the well being of both oneself and others. Does this mean that merely following precepts take precedence over wise discernment? No. Ethically wholesome conduct depends on us applying the principle of non-harming. However, there are bound to be situations where any course of action would appear to involve breaking a precept. Under such circumstances, we must use our intelligence to judge which course of actions will be least harmful in the long run. Imagine, for example, a situation where we witness someone running away from a group of people armed with knives and clearly intent on doing harm. We see the fugitive disappear into a doorway. Moments later, one of the pursuers comes up to us and asks which way he went. Now, on the one hand, we do not want to lie or to injure the other's trust. On the other, if we tell the truth, we realize that we may contribute to the injury or death of a fellow human being. Whatever we decide, the appropriate course of action would appear to involve a negative deed under such circumstances, because we are certain that in so doing we are serving a higher purpose, preserving someone from harm. It might well be appropriate to say, "Oh, I didn't see him," or vaguely, "I think he went the other way." We have to take into account the overall situation and weigh the benefits of telling a lie and telling the truth, and do what we judge to be least harmful overall. In other words, the moral value of a given act is to be judged in relation both to time, place, and circumstance, and to the interests of the totality of all others in the future as well as now. But while it is conceivable that a given act is ethically sound under one set of circumstances, the same act at another time But while it is conceivable that a given act is ethically sound under one set of circumstances, the same act at another time and place and under a different set of circumstances may not be. What, though, are we to do when it comes to others?
What are we to do when they seem clearly to be engaging in actions we consider wrong? The first thing is to remember that unless we note down to the last detail the full range of circumstances, both internal and external, we can never be sufficiently clear about individual situations to be able to pronounce with complete certainty on the moral content of others' action. Of course, there will be extreme situations when the negative character of others' acts will be self evident, but mostly this is not the case. This is why it is far more useful to be aware of a single shortcoming in ourselves than it is to be aware of 1,000 in somebody else. For when the fault is our own, we are in a position to correct it. Nevertheless, recognizing that there is an essential distinction to be made between a person and their particular act, we may come across circumstances when it is appropriate to take action. In everyday life, it is normal and fitting to adapt in some degree to one's friends and acquaintances and to respect their wishes. The ability to do so is considered a good quality. But when we mix with those who clearly indulge in negative behavior, seeking only their own benefit and ignoring others, we risk losing our own sense of direction. As a result, our ability to help others becomes endangered. There is a Tibetan proverb which says that when we lie on a mountain of gold, some of it rubs off on us. The same happens if we lie on a mountain of dirt. We are right to avoid such people, though we must be careful not to cut them off completely. Indeed, there are sure to be times when it is appropriate to try to stop them from acting in this way, provided of course that our motives in doing so are pure and our methods are non-harming. Again, the key principles are compassion and insight. The same is true in respect of those ethical dilemmas we face at the level of society, especially the difficult and challenging questions posed by modern science and technology. For example, in the field of medicine, it has become possible to prolong life in cases which just a few years ago would have been hopeless. This can, of course, be a source of great joy, but quite often there arise complicated and very delicate questions concerning the limits of care. I think that there can be no general rule in respect to this. Rather, there is likely to be a multiplicity of competing considerations which we must assess in the light of reason and compassion. When it becomes necessary to take a difficult decision on behalf of a patient, we must take into account all the various elements. These will, of course, be different in each case. For example, if we prolong the life of a person who is critically ill but whose mind remains lucid, we give that person the opportunity to think and feel in a way that only a human being can. On the other hand, we must consider whether in doing so they will experience great physical and mental suffering as a result of extreme measures taken to keep them alive. This in itself is not an overriding factor, however. As someone who believes in the continuation of consciousness after the death of the body, I would argue that it is much better to have pain with this human body. At least we can benefit from the care of others, whereas if we choose to die, we may find that we have to endure suffering in some other form. If the patient is not conscious and is therefore unable to participate in the decision-making process, that is yet another problem. And on top of everything, there may be wishes of the family to take into account, along with the immense problems that prolonged care can cause them and others. For example, it may be that in order to continue to support one life, valuable funds are kept from projects which would benefit many others. But if there is a general principle, I think it is simply that we recognize the supreme preciousness of life and try to ensure that when the time comes, the dying person departs as serenely and peacefully as possible. In the case of work in such fields of those of genetics and biotechnology, the principle of non-harming takes on special importance because lives may be at stake. When the motivation behind such research is merely profit or fame, or even if research is carried out just for its own sake, it is very much open to question where it will lead. I am thinking particularly of the development of techniques to manipulate physical attributes, such as gender or even hair and eye color, which can be used commercially to exploit the prejudices of parents. Indeed, let me say here
that while it is difficult to be categorically against all forms of genetic experimentations, this is such a deliberate area that it is essential that all those involved proceed with caution and deep humility. They must be especially aware of the potential for abuse. It is vital that they keep in mind the wider implications of what they are doing and, most importantly, ensure that their motives are genuinely compassionate. For if the general principle behind such work is simply utility, whereby those that are deemed useless can legitimately be used to benefit those judged to be useful, then there is nothing to stop us from subordinating the rights of those who fall into the former category to those who fall into the latter. Yet, the attribute of utility can surely never justify the deprivation of an individual's rights. This is a highly dangerous and very slippery slope. Recently, I saw a BBC television documentary about cloning. Using computer-generated imagery, this film showed a creature some scientists were working on, a sort of semi-human being with large eyes and several other recognizably human features lying down in a cage. Of course, at present, this is just fantasy, but they explained it is possible to foresee a time when it will be possible to create beings like this. They could then be bred and their organs and other parts of their anatomy used in spare parts surgery for the benefit of human beings. I was utterly appalled at this. Oh, terrible! Surely this is taking scientific endeavor to an extreme. The idea that one day we might actually create sentient beings specifically for that purpose revolts me. I felt the same at these prospects as I do at the idea of experiments involving human fetuses. At the same time, it is difficult to see how this kind of thing can be prevented in the absence of individuals disciplining their own actions. Yes, we can promulgate laws. Yes, we can have international codes of conduct, as indeed we should have both. Yet, if the individual scientists do not have any sense that what they are doing is grotesque, destructive, and negative in the extreme, then there is no real prospect of putting an end to such disturbing endeavors. What about issues like vivisection, where animals are routinely caused terrible suffering before being killed as a means of furthering scientific knowledge? Here, I only want to say that, to a Buddhist, such practices are equally shocking. I can only hope that the rapid advances being made in computer technology will mean there is less and less call for animal experimentation in scientific research. One positive development within modern society is the way in which, together with a growing appreciation of the importance of human rights, people are coming to have greater concern for animals. For example, there is growing recognition of the inhumanity of factory farming. It seems, too, that more and more people are taking an interest in vegetarianism and cutting down on their consumption of meat. I welcome this. My hope is that in future, this concern will be extended to consideration for even the smallest creatures of the sea. Here, though, I should perhaps sound a word of warning. The campaigns to protect human and animal life are noble causes, but it is essential that we do not allow ourselves to be carried away by our sense of injustice that we ignore others' rights. We need to ensure that we are wisely discerning in pursuit of our ideals. Exercising our critical faculties in the ethical realm entails taking responsibility both for our acts and for their underlying motives. If we do not take responsibility for our motives, whether positive or negative, the potential for harm is much greater. As we have seen, negative emotions are the source of unethical behavior. Each act affects not only the people closest to us, but our friends, colleagues, community, and ultimately, the world. Yo, c'est un assez gros chapitre, mon gars. Ouais, c'est intéressant. On est rendu à la page 168. J'ai mis 20 pages. Tu peux continuer. Hein? Non, je vais aller en autre. Celui-là, j'ai pas le droit de le lire, c'est illégal. Ah ouais. Si le lis, je peux me faire mettre en prison. Regardez le livre au début. Ils disent au début. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced. Oh wow. Je suis en train de le reproduire digitalement, genre. Ouais, c'est avec ma voix. Fait que ça, c'est illégal as fuck.
Aïe, j'ai toute ma tête, mais le kratom m'a wreck mon corps aujourd'hui pour vrai. J'ai genre des shivers pis tout. J'ai le corps super haut. Bon, ça m'en prendra. À prendre du kratom sur un bateau sans calculer la quantité. Il en reste, by the way. Je l'ai même pas tout bu, ça. J'ai droppé. Ça a trop pris. Ouais. En plus, celui-là, il est vraiment fort. Il est vraiment fort, ouais. Mm. C'est factuel. Genre un gramme, c'est... C'est quand même au pied, ouais. C'est basically le max, un gramme. 1.5, mais je le tenterai pas, là. Il est vraiment différent de celui que j'avais acheté, first. C'était quoi l'histoire du... C'était quoi l'histoire avec les Chinois pis les arbres qui Ça, j'ai pas bien compris. C'est une affaire que quelqu'un m'a raconté, mais j'ai pas la source ni rien. J'ai rien lu à it, genre. Ouais. C'est comme on leur doit tellement d'argent qu'on leur donne des Ouais, arbres. en gros, l'idée, c'est que on nous prête de l'argent et nous, on donne un collateral. Le collateral, c'est de quoi que, genre, mettons, toi puis moi, on veut signer un contrat, ok? Ouais, je sais c'est quoi un collatéral. Ok. Ouais. Donc, on donne les arbres en collateral. Genre, les arbres, les gros arbres spécifiquement ou... On leur donne du timber en collatéral. Ok, ouais. Le timber, c'est une ressource que on sait tout qui vaut de l'argent parce qu'on peut fabriquer des choses avec. Moi, j'ai écouté une émission de radio à propos des... parce que le monde en parle beaucoup ces jours-ci parce que le RCMP s'est pointé là avec 30 chars de police. Littéralement 30. Ils ont kické tout le monde? Non, ils se sont juste pointés là avec 30 chars de police. Ça n'a rien changé. Ils sont pointés où? Ils se sont pointés à la place où qui en était, genre? Au standing. La place où ce que le monde ils font des barricades pis tout là. Ok, ouais. Fait qu'ils se sont pointés là avec 30 chars de police. J'ai vu des photos sur internet là. C'est insane le nombre de chars de police qu'il y a là. Puis ils ont arrêté du monde. Mais ils ont pas arrêté tout le monde, ils ont juste arrêté le monde qui ont un petit peu fait chier, genre, parce qu'ils voulaient arrêter du monde. Logique. Fait que si t'étais un peu baveux, ils t'arrêtaient, tu sais. Fait qu'ils ont arrêté quelques personnes, puis là, j'ai écouté une émission à propos de ça. Puis j'ai appris juste une chose intéressante, parce que c'était quand même CBC, là. Mais il y a quand même eu une information intéressante qui était, ça a l'air que c'est pas la première fois qu'il y a du monde qui coupe des arbres illégalement au BC. Des gros arbres comme ça. C'est arrivé en 1990 aussi. Ah ouais, hein? Le monde les coupe illégalement? Ouais, c'est pas légal, ça a l'air. C'est ça que la fille à la radio, elle a dit. Mais j'ai pas d'expertise là-dedans, là. Je sais pas si c'est illégal ou si c'est des shenanigans qui font que c'est kind of légal, un peu comme le kratom, tu sais. Mais soit leurs terres sont à eux, soit ils sont pas à eux, là. Ben, ou soit ils donnent assez d'argent à un gars pour que le gars il dise ok, puis il prend le. Je sais pas. Bah, si t'as la terre, tu peux couper les arbres, là. C'est aussi simple que ça, là. La personne, quand tu sors du ferry, qui avait écrit BIPOC Lives Matter, tu sais de quel je parle? Ouais. Elle a écrit Old Growth avec un cœur à place. Fait que les BIPOC Lives Matter plus. Peut-être je. Les vies des arbres matter plus à cette heure. La tune que j'ai écoutée avec l'espèce de concept de si tu fais tout un petit peu, c'est comme rien faire puis tout faire. Ouais. C'est quelque chose auquel j'ai pensé beaucoup dans ma vie parce que ben par exemple relationnellement, je veux toujours être amie avec tout le monde, tu sais. Puis toujours connaître plus de monde puis la nouveauté puis tout ça. Puis ça fait en sorte que je connais jamais vraiment le monde pour de vrai. Parce que quand je pourrais apprendre à les connaître, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Par exemple. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vrai, dans le fond, tu sais, j'ai un peu de tout, mais j'ai un peu de rien en même temps, si je fais ça. Ouais, forcément. Tu peux parler si tu veux. Non, je t'écoute parler, là. Moi, j'ai pas tant envie de parler que ça, là.
J'essaie juste de... Non, je trouvais ça intéressant ce que tu disais. J'ai tellement mal à la voix, j'aurais pas dû crier de même toute la journée. T'entends, j'ai l'air d'une fumeuse. Pourquoi t'as crié? J'ai chanté dans mon char toute la journée. Ah, ok, oui. C'était vraiment nice. Je me suis acheté des écouteurs. Les exact mêmes écouteurs que j'avais avant. Nice. Fait que tu sais où on en achetait maintenant. Ils étaient combien? C'était ce chemin-là, il était genre 17$. Ah, c'est pas cher. Non, il allait bien quand même. Bon, à un moment donné, j'irais probablement en acheter 5 paires. Ok. Ça serait good. Ouais. Mais j'aime ça essayer des paires d'écouteurs parce que des fois tu découvres des gems. Ouais, mais ça, c'est une gemme déjà. C'est vrai que c'est une pas pire gem. Le problème, c'est qu'elles t'offrent juste 6 mois ou un an, un truc comme ça. Fait que les gemmes, Les autres, ils t'as veulent fait un valoir an plus cher. quand même, je pense. Ils ont fait longtemps. Ouais. Ça faisait vraiment longtemps que je les avais. 16$ pour un an, c'est vraiment pas si pire. Non, c'est ça. Fait que 80$ pour 5 prochaines années, c'est un bon deal. Ouais. Quand même. Si on est encore plus doux avec, ça va durer encore plus longtemps. C'est toujours le fil à la jonction. La jonction qui se plug au téléphone qui brise en premier. Ouais, toujours. C'est ça le bottleneck. Tu trouves pas ça insane, toi, que il n'avait pas étudié la médication à long terme, la médication psychologique? Ben oui, je trouve ça irresponsable, mais ils ont besoin de faire de l'argent, fait que je les comprends. Mais c'est insane parce que Michaela Peterson a raconté que son père, quand il l'a emmené en Russie à l'hôpital, je pense que son père a pris 15 ans, je pense, des benzodiazépines. Ah ouais, hein, je sais. Puis le médecin lui a dit qu'il y avait des straight brain damage dû aux benzodiazépines. Ben oui, forcément. Ça avait laissé des lésions dans sa tête, ça avait modifié la construction de sa tête. Forcément. Mais c'est ça les effets à long terme qu'on n'a pas étudié du tout. T'as dingue que ça fasse quoi? Fait nickel. C'est comme le vivance, là, ça reverse le transport de ton neurotransmetteur. Tu te fais doper à la dopamine puis au neuroadrénaline pendant tout le temps que c'est actif dans ton sang. Ça phosphorylise ce reuptake-là, qui ensuite qui va devoir se déphosphoryliser avant même de pouvoir even te servir à quelque chose après. C'est sûr que ça change ton brain function, genre. Puis j'ai pris du vivance pendant quoi? Peut-être 2 ans et demi. Mais avant ça, j'ai essayé comme... Tu sais, avant ça, j'ai été on and off sur de la médication entre mes 17 et mes 25 ans. Fait ça m'étonnerait pas en vrai qu'il y ait des actual brain damage qui se passent. Ou juste des lésions qui vont se réverser, mais tu sais. Juste Michaela Peterson, elle disait qu'elle a pris de la médication pour la dépression depuis qu'elle avait 12 ans jusqu'à 23 ans. Ça lui a pris à peu près 2 ans et demi de se sevrer. Puis ça me surprend pas, là. 2 ans et demi avant que son cerveau revienne à la normale. Ouais, ça semble faire. Puis à chaque fois que je dis quelque chose comme ça à du monde qui sont un peu pro-institution ou pro-on écoute les docteurs, puis c'est tout, genre. Trust the science, believe in the science. Ils trouvent que ça se peut pas, mais je l'expérimente, puis il y a plein d'autres mondes en dehors qui l'expérimentent. Ben, Fait que ça se peut, wrong. tu sais, c'est juste pas documenté. Ils sont wrong, faut se documenter plus, puis faire des arguments de plus en plus believable, tu sais, puis ben, au bout d'un moment, ils vont être convaincus si on est right. Mais c'est ça reste anecdotique, c'est pour ça qu'il y a personne qui croit ça, tu sais. Ça reste anecdotique parce que c'est juste des gens qui ont leurs propres expériences, mais c'est pas des médecins qui demandent ça au monde. Hey, qu'est-ce que ça te fait de prendre ça pendant 15 ans, tu sais? Ben, c'est pas la personne qui pose la question qui est importante. Ce qui est important, c'est comment est-ce que l'anecdote est analysée. Je pense que si je voulais mettre cette histoire-là out there pour ce qui est de mon expérience à moi, il faudrait que je parte de vraiment loin. Il faudrait que je parte de quand j'étais tout petite, puis que j'étais super allumée, puis que je lisais plein de livres, puis que j'avais aucun problème à l'école, que je raconte un petit peu mon histoire, puis comment ça a probablement influencé mon attention à l'école, puis qui a mené à me prescrire cette médication-là. Ouais. Puis comme ça, avec la mise en contexte, ça ferait un peu plus de sens. Je me ferais pas juste dire, ben, t'es TDAH, fait que c'est pour ça que t'es perdu en live, tu sais. Ouais. Mais moi, je te dirais, t'es mis le plus de contenu que tu peux sur le papier, en recording, tout, genre. Ouais. Puis ensuite, essaie d'assembler le truc, genre. Puis care pas trop pour les haters, parce qu'il y aura toujours des haters.
Mettons que ton argument est solide. C'est pas à propos des haters, c'est juste à propos de faire comprendre l'histoire au complet. Ouais, je comprends. Tu sais, parce que c'est vrai que si mon but c'est de bien expliquer, si mon but c'est de me faire comprendre, faut que je prenne sur moi le fait de bien expliquer l'histoire en question. Ouais. T'sais. Exactement. Parce que le monde, sure, ils veulent comprendre, mais ils veulent pas, genre, chercher pendant 3 heures pour comprendre qu'est-ce que t'as à leur dire. Là. Ils veulent pouvoir écouter puis comprendre ce que tu disais. T'sais. Straight up. Mais, I guess que c'est mon expérience à moi. Ouais, sure, mais je serais prête à émettre une hypothèse scientifique sur ça, t'sais. Ouais, c'est quoi l'hypothèse scientifique? Parce que la science, c'est à propos des hypothèses. Je sais, ben, je saurais pas comment la formuler exactement, sauf que ça ressemblerait à quelque chose comme la médication que tu prends, ouais, qui joue dans ton cerveau, va actually modifier physiquement ton cerveau. Ouais. La question, c'est est-ce que si ça ou pas? Je sais pas comment je le formulerais. Super facile à figure out. Pour quelle médication je le ferais. Lex Friedman il a fait un podcast la semaine dernière, je pense que je l'ai téléchargé, genre, où il était avec un autre dude et ils essaient de mapper le cerveau, genre. Fait qu'ils ont une espèce de carte sur la tête, genre, puis tu vois une visualisation 3D de leur cerveau, puis quelles zones s'allument, genre. Fait que tu mets un casque de même, tu prends du vivance, puis là tu hangout dans ta journée, genre, avec le casque sur la tête, puis tu recordes toutes les datas, puis ensuite, ben, tu sais, tu peux faire ça, genre juste quelqu'un de sub versus quelqu'un de sub pendant une journée, puis ensuite tu peux le mapper sur une semaine, de quelqu'un qui prend du vivance versus quelqu'un qui prend pas de vivance. Puis ensuite, tu peux enlever le vivance. Puis regarder s'il y a de l'élasticité. Il devrait y avoir une élasticité. C'est pas quelque chose de difficile à prouver. Là. Il devrait y en avoir une parce que si tu déplaces le truc de l'homéostasie, t'as le point d'homéostasie où c'est comme c'est d'habitude. Ouais. Puis où tout est pas mal légal, genre. Puis là, boum, t'as un asti huge prise de vivance. Fait que genre un gros boost de dopamine puis de noradrénaline, genre. Hors de nulle part, qui allume des zones du cerveau puis tout. Est-ce que ça va avoir une élasticité sur ton système qui est supposé garder l'homéostasie? Ben oui, une fois que ça va être enlevé, tous les autres éléments du système vont devoir se coller là-dessus pour essayer de grabber la curve qui est genre way up pour la grinder tranquillement way down jusqu'à temps qu'on revienne à l'équilibrium, genre. C'est ça qu'un système homéostatique fait, genre. C'est comme si t'avais un banc d'eau, genre, puis que là, tu versais une casserole d'eau bouillante, genre. Ouais. Ben, cette eau bouillante-là, elle va comme se répartir. Mais si tout le temps tu verses une nouvelle casserole d'eau bouillante, genre, ben l'eau va devenir tiède. Fait que si à la fin tu regardes puis que l'eau est tiède, ben t'es comme l'eau est tiède, genre. Elle est pas froide comme elle était au début, elle est pas de température, elle est pas room temp, genre. Non. Genre ton cerveau puis ton corps au complet est comme on va maintenir le room temperature. Ouais, j'essaie. Il essaie de revenir, un peu comme en élastique. Le stock market fait ça aussi. Mais c'est ça, si t'as un truc d'eau froide puis que là t'as versé bien de l'eau chaude dedans, ça prend pas mal plus longtemps que si t'en as versé juste une fois. Exactement. À où ce que c'était. Fait que je pense que c'est une bonne hypothèse, puis je pense que ça serait relativement facile à prouver. Tu aurais juste besoin de comme un outil qui te permette de voir. Puis une fois que tu peux voir, ben. Genre les datas sont probablement out there, là. Je suis un peu pisse qu'il n'y ait pas plus de. Parce que le monde, il parle beaucoup des antidépresseurs et des antipsychotiques, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de la médication contre le TDA. Pourtant, c'est une des médications qui est vraiment beaucoup prescrite. Moi, je vais te parler du naproxène. Ah, bon, qu'on parle de ce que je viens de dire, que le monde parlait pas beaucoup de. De quoi? Le monde la médication contre le TDA. Ah ouais, hein? T'as-tu even entendu la phrase que je viens de dire? Genre le vivance. C'est vrai que le monde, ils en parlent pas beaucoup. Non, j'ai dit une phrase au complet. Il y avait quoi dans ta phrase? Ben. Ok. J'ai dit que. Je disais juste que le monde, il parle beaucoup des antipsychotiques et des antidépresseurs. Ouais. Mais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'arrête sur les médications contre le TDA. Pourtant, c'est méga beaucoup prescrit, surtout à des enfants. Ouais, c'est vrai que le monde il s'arrête beaucoup sur ça, mais il s'arrête pas sur le vivant, genre, c'est bizarre. Hein? Mais parce que c'est. Je comprends pas, moi, parce que c'est prescrit à des enfants, puis comme. C'est prescrit sans preuve scientifique que l'enfant a un vrai débalancement dans son cerveau. Ouais. Ils vont pas vérifier dans son cerveau, ils vont pas lui faire un MRI, là.
Ils vont juste lui poser des questions. Ça, c'est vrai, hein, ça, c'est un bon point. Si c'est un débalancement, ils auraient pas besoin de prouver le débalancement. Fait qu'on va juste les prendre. Genre, c'est eux qui ont le burden of proof d'avoir prouvé qu'il y a un débalancement. On va pas les prendre, genre, à leur mot, là. Mais comme Le gars, il le dit un gars a dit dans le débalancement. podcast de Michaela Peterson, il traite symptomatiquement. En vrai. Il Ah, constate ouais. moins de sérotonine, il t'envoie de la sérotonine dans ton Logique. cerveau. Logique. Il constate Moins moins de d'adrénaline, noradrénaline, il t'en ouais. envoie. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que tu gagnes de la noradrénaline. La façon dont tu gagnes de la noradrénaline, si tu prends ton bike, tu prends ton corps, whatever, puis tu vas out there. Ouais. Ben, entre autres. Puis là, directement, explorer l'inconnu va te donner de la noradrénaline. C'est ça que c'est. Genre. Même chose pour la dopamine. Dès que tu vas faire de quoi de remotely useful, genre, littéralement remotely useful, là, je viens de me promener pendant 2 heures puis de pick-upper des cigarettes. J'ai pick-upé infini cigarette butt, ok? Nice. Chaque fois que je me suis penché pour récupérer un cigarette butt, boom, dopamine hit. Mm. Tu veux-tu de la dopamine? Va faire whatever, genre. Littéralement, anything. Check ce que j'ai trouvé. C'est un billet de $20. 0, 1, 2, 3, 4. Mm. C'est comme c'est. Powerful, right? 0, 1, 2, 3. J'ai checké en ligne, il y a un doute qui vend 0, 1, 2, 3, 4. Un $1 américain, 0, 1, 2, 3, 4. Ils vendent ça pour fucking 60, 80 piastres. Mais c'est un $1. Là, c'est un 20 piastres. Wow. Ouais. Ben, c'est une flush. 80$. Oh, 80$ pour mon 20 piastres! C'est une flush au poker. Gimme. Imagine le seul billet qui fait une suite au complet avec tous les chiffres. Le seul billet qui fait une suite au Genre complet. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou quelque chose. Puis il n'y a pas un seul chiffre qui ne fit pas dans la suite. Wow. Tu veux jouer? Ouais, non, ça serait fou. Il y en a 7. Il y a 7 chiffres. Fait que ça, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Non, ouais, c'est ça. C'est ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais. Ça serait ton ta full suite en partant de 0. Qu'est-ce que tu fais? Ce billet-là, s'il n'y en a qu'un seul, vaut vraiment cher. Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a 2 chiffres de plus que celui que j'ai en ce moment. Un chiffre de plus, ça serait déjà un ordre de grandeur de plus, de rareté. Genre. Ouais. Ah, t'es presque au complet, toi. T'en as 5. J'ai 5 de quoi? 5 chiffres. C'est toi qui es neurotique, là. Tu fais plein de choses. On parle de 5 quelque chose, chiffres? tu sors tes... Oh, je parle de ton billet que tu me parlais, genre une demi-seconde avant. Ouais, là, il y en a 5, effectivement. Non, j'y pensais juste pas dans cet angle-là. Fait que tu veux lire maintenant? Toi, tu veux pas lire? Mais je pensais qu'on avait une discussion, je pensais qu'on faisait un podcast ou quelque chose. C'est ça que j'essayais de faire, essayer de... Ça me semble gêne qu'on soit live pour... Ok, ben coupe-là, y'a personne qui écoute anyway. Ben, c'est juste... Hey, peace out les boys! Mais c'est pas ça, ce que je voulais faire, c'est un podcast, là. Je pensais que c'était ça qu'on faisait, mais là, tu lis, puis là, tu Ça donne juste de l'inspiration pour pouvoir parler de quelque mais chose. on parlait déjà de quelque chose, tu m'as juste montré tes billets. Ok, je t'ai pas montré, je t'ai montré le billet. J'essayais de parler de médication, puis Ouais. de ce sujet-là. Ouais. Parce que j'avais écouté un podcast à propos de ça, puis c'est quelque chose que ça me dérangerait vraiment pas d'aller vraiment deep dedans. Ouais, mais... On en parlait, non? Ben, après ça, tu m'as montré tes billets, puis c'est rendu ça, le sujet. C'est pas rendu ça, je t'ai juste montré que j'avais trouvé ce billet-là. C'est juste un sujet qui me passionne pour vrai, puis tu me dis tout le temps que je vais pas assez deep dans les sujets, fait que pour une fois, je veux vraiment y aller, genre. Ok. Puis toi, t'as pas l'air à t'en vouloir y aller. Ben, moi, je sais ce que je sais parce que j'ai lu les articles Wikipédia de... Mais on peut quand même explorer le truc, puis penser, puis parler. Tu veux explorer quoi? Je sais pas encore. Je veux juste pouvoir explorer avec toi. Ok. Comme toi, tu veux tout le temps faire avec moi. Pour... C'est la pleine lune. Ma mère, elle a dit qu'elle allait avoir une éclipse ce soir. Ah ouais? Puis que ça allait être visible ici. C'est bien fou. Elle va disparaître. Tu la vois-tu? Ouais, je la vois. C'est ça. J'essaye juste, actually, de... Tu peux-tu enlever le live, au pire? Ou... Non. Ça va juste rester sur YouTube forever, là, mais... Bah, tu peux chez Nuke si tu veux.
paniquer en live. Tu vas pas paniquer trop. Ben, je panique pas, là.